Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Direct Alerteur Table 700. Édition spéciale ce soir parce que dans le... Pardon, je me reprends, excusez-moi, je suis un petit peu confuse puisque le sujet de ce soir est un peu sensible quand même. Alors, dans le cadre de la commission Brisons le silence, nous avons eu beaucoup de sollicitations et de témoignages, notamment l'association Lion Blanc et le collectif PAE de France. Donc, nous leur avons proposé de venir prendre la parole et de s'exprimer sur un dysfonctionnement d'une institution. Au vu de leurs engagements respectifs et en relation directe avec les victimes, nous avons, de la lecture de leur dossier, nous avons une grande question, sur une partie de cette institution défaillante. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose de partager ensemble cette réflexion collective afin d'y voir un peu plus clair. Je dirais ceci, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous tenir informés de votre histoire. Et tous ensemble, nous avons une chance d'inverser cette tendance catastrophique. Donc, nous allons accueillir nos lanceurs d'alerte et je vais accueillir Mona. Mona, tu es là? Oui, bonsoir Cathy, bonsoir. Bonsoir Mona. Eh bien, est-ce que tu vas bien déjà? Eh bien, écoute, tu as passé une belle journée? voilà, ça va bien, la journée a été bonne. Effectivement, tu fais bien de parler de la commission Brisons le silence ce soir, parce que je pense moi aussi que c'est essentiel aujourd'hui de dénoncer les dérives et simplement les dérives, hein, c'est-à-dire que nous sommes au plus juste, c'est-à-dire que oui, nous connaissons qu'il y a quand même un système, une partie du système qui est formidable, qui aide aussi les gens, qui fait le nécessaire dans notre pays, mais on ne peut pas rester effectivement silencieux face aux dérives qui sont aussi majeures, j'ai envie de dire, majeures et qui ne sont pas prises en considération. Donc merci Cathy de nous donner la parole en tous les cas pour le collectif PAE ce soir. Merci beaucoup. Bien, vous nous avez contacté, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le collectif PAE de France, s'il te plaît, dont tu en es la représentante? Oui, alors en toute logique, j'ai une collègue qui se prénomme Jennifer Ullman, donc on est deux sur la fondation du collectif. Ça fait depuis 2011-2012 que nous tentons de, je dirais pas de rassembler, parce que tout le monde essaye un petit peu d'œuvrer et je trouve ça très bien, mais en tous les cas, nous tentons de faire notre part, de mettre notre pierre à l'édifice concernant bien les dénonciations sur cette dérive de la protection de l'enfance. Et nous aussi, on tente d'être au plus juste dans le collectif en reconnaissant qu'il y a une partie de la protection de l'enfance qui fonctionne et une autre partie effectivement qui dysfonctionne. Mais malheureusement, comme rien n'est entendu en tous les cas concernant les demandes des parents et la détresse surtout, j'ai envie de dire, eh bien, cela fait en tous les cas 10 ans que nous tentons d'alerter au maximum, alors par le biais de manifestations dans un premier temps, de tracts, de rassemblements de parents, et puis aussi de mouvements vers les ministères, comme Madame Avenard, que nous avons pu aussi rencontrer à l'époque, défenseur des droits des enfants. Nous avons pu monter à la cohésion sociale également et nous adresser aussi au CNPE du temps de Madame Créoff et Madame Derain. Nous avons pu également rentrer, si j'ose dire, dans l'arène, parce que je dis l'arène parce que
ça ne concerne que les professionnels des services sociaux. Nous avons pu rentrer dans l'arène avec Jennifer, donc dans l'arène des assises de la protection de l'enfance, notamment en 2017, 2018 et en 2019, nous nous trouvions à l'époque du côté de Marseille et pour le coup, nous n'avions pas pu rentrer cette année-là. Mais en tous les cas, le pourquoi on a pu rentrer aux assises de la protection de l'enfance, c'est parce que évidemment nous étions partis sur une voie que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire la voie du plus juste, reconnaître que d'un côté il y avait un travail efficace, mais de l'autre côté, oui, des dérives, et c'est peu dire. Et c'est peu dire. Donc voilà un petit peu en partie ce que fait le collectif aujourd'hui et depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis 10 ans, on tient une page qui s'appelle PAE, placement abusif d'enfants France. On a mis France parce que on ne voulait pas sélectionner deux régions, donc on a modifié en France parce qu'on estime que tout le monde, enfin en tous les cas tous ceux qui sont concernés par le sujet, eh bien c'est une page qui leur appartient aussi. Elle ne nous appartient pas spécifiquement, malgré que nos histoires, à toutes les deux, que ce soit à Jennifer et à moi, ont un goût salé, si j'ose dire, et très salé, puisque nous-mêmes, nous avons goûté au plat. Donc, oui, vous l'avez subi également, en fait. Exactement, exactement. Donc, c'est en connaissance de cause et avec beaucoup d'empathie que nous prenons au fil du temps des témoignages, des dossiers. Et plus on avance dans le temps et plus on s'aperçoit que les dérives sont nombreuses et les dossiers sont assez effarants, si je peux me permettre. Oui, oui, de ce que je peux entendre sur ta page Facebook, effectivement, les témoignages sont très bouleversants. Enfin, en tout cas, moi, ça me bouleverse. Je pense que tout humain doit être bouleversé, justement. Et je dirais qu'heureusement que vous êtes là, parce que vous amenez de la bienveillance, du réconfort, de l'écoute. Et au moins, ces personnes ne se sentent pas abandonnées à quelque part. Elles se sentent entourées et portées. Est-ce que tu peux nous expliquer l'institution exactement qui est concernée? Alors, c'est pour nous, après analyse, en fonction de toutes ces années de travail, on reste à penser quand même que malgré tous les protagonistes, donc tous les personnages principaux qui constituent ce système, l'aide sociale à l'enfance reste quelque part souveraine. Et donc, c'est et donc c'est prends ton temps. Ça arrive, hein. Regarde, ça m'est arrivé, hein. Alors, je me permets de couper juste 2 minutes, je suis obligée. Pardon, juste, même pas 2 minutes, mais juste 30 secondes, je suis désolée. Non, ne le sois pas. Voilà. Hein. Bon, ça arrive, hein, des petits bugs de temps en temps, un petit mal-être ou un petit trou, ça peut arriver également. Voilà. Donc, soyons indulgents. Comme je vous le disais, ce sont des sujets très sensibles, donc émotionnels. Hein. Nous sommes des humains, hein, notamment. Hein, donc, l'émotion, ben, ça nous habite, c'est en soi, c'est nous, ça fait partie de notre être, justement. Voilà. Donc, j'espère que Mona va vite nous revenir. Alors, les questions. Y a-t-il des questions? Bonsoir à tous. J'aime beaucoup Mona, qui est une femme agréable à entendre pour le peu que je l'ai vue et que je trouve intelligente. Oui, c'est vrai. C'est vrai que lors du premier contact que j'ai eu avec Mona, je me suis rendu compte que c'était déjà une battante, une vraie guerrière. Et une très belle lumière, je dirais même aussi. Effectivement, c'est une très belle rencontre. Et très courageuse, je rajouterai. Question de Marie. Dans quel cas les grands-parents sont consultés pour avoir en garde les enfants avant placement? Eh bien, on posera la question à Mona quand elle reviendra.
direct. Ok. Mona, est-ce que tu es prête? Mona. Alors, nous nous lançons dans l'aventure, hein. Moi, je ne sais pas, mes compétences d'animatrice, je ne sais pas trop encore combler les trous. Quand c'est comme ça, j'apprends sur le tas. C'est pas évident. Pas évident du tout. Bonsoir Hélène, bonsoir Maurice, bonsoir Ophélie, bonsoir Nadine, bonsoir Michael. Oh, c'est chouette. Ben, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On fait dans la simplicité, hein. C'est ça, table 700. Alors, mille excuses, Cathy, mille excuses. Alors, Mais tu es toute pardonnée. Eh bien, je m'en excuse auprès des auditeurs. Voilà, ce n'était pas prévu. Et puis, maman avant tout, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, bon, c'est le petit bout. Eh ben, t'as bien fait. Voilà, c'est l'enfant avant tout. Je me suis permise de couper. Alors, généralement, voilà, il n'y a pas d'aléa de ce genre, mais ça peut arriver. Alors, j'étais effectivement sur la réponse que je t'apportais. Oui. Concernant ce que tu me disais tout à l'heure sur l'aide sociale à l'enfance. Oui, nous on considère, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, après une analyse de terrain, on considère quand même que, en toute logique, officiellement, on a une justice dite indépendante qui devrait être souveraine et bien évidemment prendre les dossiers à bras le corps et puis veiller à ce que justice soit faite. Et on s'aperçoit du temps que l'aide sociale à l'enfance est quand même assez souveraine, qu'elle outrepasse ses droits et que parfois même les décisions de justice ne sont même pas respectées, par l'ASE, quand bien même voilà, la justice a parfois fait son travail. Alors, et vice-versa, puisqu'on a une justice assez laxiste aussi, c'est-à-dire qui ne prend pas en considération les preuves des dossiers, les preuves que les parents amènent. On a aussi une problématique autour des avocats, généralement, qui sont payés aussi en aide juridictionnelle. Est-ce qu'ils ne prennent pas en considération les dossiers par un manque d'effectifs au sein des tribunaux ou c'est plutôt par un laxisme? C'est un laxisme, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que parfois, du moins de sources sûres, notamment dans ma situation personnelle, pour le coup, que j'avance, j'ai pu me confronter à des juges qui n'avaient pas lu le dossier le jour de l'audience. Et donc, qui feuilletaient comme ça du bout du doigt, en étant, voilà, En découvrant le dossier le jour J, quoi. Même pas. Ils vous disent, j'ai pas lu le dossier, mais c'est pas grave. Voilà. L'ASE a dit ça, donc bonne journée madame, au revoir, on replace l'enfant à main. Voilà. Parce que vous n'avez que 20 minutes par audience environ. Il y a des parents qui auront peut-être 40 minutes au vu du contexte, du nombre d'enfants, peut-être que c'est un couple, etc. Donc il faudra prendre un petit peu plus de temps, mais habituellement c'est un petit peu le rendement quand même, il faut être honnête. J'ai une question de Marie. Dans quel cas les grands-parents sont consultés pour avoir en garde les enfants avant placement? Alors, nous, au niveau du collectif, on est un petit peu à contre-courant. C'est-à-dire que parfois, on ose dire tout fort certaines choses, notamment nos constats, en tous les cas, de réalisation de travail sur le terrain. Et on s'est aperçu d'une chose. Alors, quand c'est des cas de maltraitance avérée, moi, je trouve justifié que les enfants aient chez les grands-parents. Quand c'est avéré. Parce que les enfants restent dans un contexte qu'ils connaissent, papy, mamie, et je trouve que c'est légitime de la part des grands-parents. À ce moment-là, nous trouvons en tous les cas que c'est légitime dans le danger avéré. Par contre, ce que nous conseillons pour les grands-parents,
qui ont donc des petits-enfants de placés, c'est plus de soutenir leurs enfants et de ne pas mettre leur nez dedans. Pourquoi? Alors, même si on sait qu'ils en sont affectés. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que l'aide sociale à l'enfance, donc parfois, privilégiait les grands-parents quand ils en faisaient la demande, eux, les grands-parents, et l'aide sociale à l'enfance s'octroyait, donc on parle bien de placement abusif d'enfants, donc vous imaginez déjà l'état soit de la mère, soit du père, soit des deux parents. Et de l'autre côté aussi, de l'autre côté. Oui, c'est un déchirement, c'est Voilà. une destruction de la cellule familiale, en fait, un éclatement. Voilà. Et donc, quand on prive un parent abusivement, hein, quand on lui arrache son enfant, on vient chercher le grand-parent, ou alors il arrive, mais c'est toujours inconsciemment et bienveillant, si j'ai envie de dire, pour peut-être renouer les liens avec la maman, mais ils n'ont même pas le droit. Et donc, l'ASE s'octroie de mettre beaucoup plus de droits aux grands-parents, tout en faisant mener un enfer aux parents, ce qui apporte un conflit au sein de la famille, c'est-à-dire que les enfants ne parlent plus à leurs parents et les petits-enfants, dans tout ça, se retrouvent dans une configuration, j'ai envie de dire, complètement éclatée, en fait. Et on a vu souvent, voilà, cet abus se faire, et c'est pour ça que le collectif souvent explique aux grands-parents et on est conscient de l'affect que cela amène au sein de la cellule familiale. On leur explique qu'il est plutôt essentiel de soutenir ces enfants, surtout quand on a connaissance du fait que les enfants n'avaient jamais maltraité leurs petits-enfants en l'occurrence, et que c'est important de ne pas rentrer dans le jeu parce qu'il est plus facile d'avoir un côté père, si j'ose dire, père PAIR, ASE en face des parents, qu'une triangulaire, ASE, parents, grands-parents. Parce que le côté triangulaire, ça va être un petit peu la balle de ping-pong un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que, bon, certains grands-parents nous ont dit, oui, mais nous, nos petits-enfants, voilà, on les trouve malheureux, ils sont mieux peut-être avec nous. Oui, mais c'est un placement abusif. Ne l'oubliez pas. Vous avez conscience que vos enfants se sont fait arracher leurs enfants. Est-ce que vous, à leur place, vous auriez aussi aimé de votre côté vous faire arracher vos enfants? Rien n'est moins sûr. Et quel regard auriez-vous eu sur vos propres parents s'ils avaient pris vos enfants pour le coup? Et souvent, c'est la colère qui… Je pense qu'il est primordial d'accompagner. C'est bien ce que vous faites, hein, parce que quand on subit un éclatement, c'est un traumatisme, hein, quelque part. Donc, il y a besoin de soutien et d'accompagnement, ça c'est certain. Est-ce que tu peux nous expliquer le procédé d'un placement abusif? Est-ce qu'ils ont plusieurs procédés ou il n'y en a qu'un? C'est divers et varié. Alors nous, la différence qu'on fait entre un placement d'enfant et un placement abusif d'enfant, déjà on s'aperçoit que dans le cas des placements d'enfants, il y a un danger avéré. Il y a vraiment un danger avéré. Il y a des preuves, des preuves qui déterminent que l'enfant est, et j'emploie le réellement, mais oui, réellement maltraité, réellement négligé, et que soit les médecins légistes sont intervenus, soit il y a eu secours pour l'enfant, soit ce sont des voisins à juste titre qui ont alerté et les constats ont été faits sur l'enfant physiquement, voire même psychologiquement. Après, sur le placement abusif, bon, on est toujours d'accord, c'est quand même une grande partie de la population dans la précarité qui est ciblée. Il sera rare de faire le constat que des gens des parents qui sont aisés puissent se faire retirer leurs enfants. Parce que depuis quelques années, maintenant, ils ont mis dans la case maltraitance la précarité. Et c'est ça que nous, on trouve absurde parce que dans la précarité, on sait que… Ça veut dire qu'en fait, ils font la différence entre une population dans la précarité et un peu plus aisée. Certains seraient moins aptes à éduquer leurs enfants que d'autres, en fait. En tous les cas, c'est la philosophie qu'ils ont, c'est-à-dire que pour eux, dans la précarité, nous sommes des gens sûrement sans diplôme, sûrement des gens incultes. Et d'ailleurs,
C'est pas sans rappeler notre gouvernement qui a pu nous balancer depuis quelques décennies quelques petits mots par-ci par-là. Et on a le sentiment aussi que c'est la vision de l'aide sociale à l'enfance, que le cas social ne peut pas arriver à mettre en place son rôle à la parentalité Oui. pour X raisons. D'où peut-être ce super mot cas social, cas sociaux, qui est sorti, donc c'est doux, mais qui a bien fait des massacres en tout cas, qui a bien stigmatisé certaines catégories de personnes. Est-ce qu'il y a des structures, tu peux nous nommer les structures qui accompagnent cette institution? Il y a énormément de structures. Ce qui entoure la protection de l'enfance, ça va être donc les CMS, les centres médico-sociaux, où généralement les sièges de l'aide sociale à l'enfance y sont. Donc déjà, on a une enseigne qui est bernée, en fait, hein, parce que centres médicaux, c'est médical, sociaux, société. Donc, on a beaucoup de dossiers où les parents sont allés demander de l'aide, en fait, finalement, pensant que c'était une structure d'aide et non de protection de l'enfance. Ensuite, on a la PMI qui a pignon sur rue. Alors, PMI, je le rappelle, protection maternelle et infantile, qui se présente depuis des années dans les maternités et notamment chez les ignorants, j'ai envie de dire, comme moi j'ai pu l'être. On a le sentiment que la PMI, c'est presque une obligation quand on accouche. Or, dans le temps, j'ai pu m'apercevoir que si on avait un poste clé dans la société, on allait voir simplement son médecin traitant pour faire des vaccins à l'enfant. Donc, il est vrai que moi, à l'époque, j'ai amené ma fille en PMI sans me douter de quoi que ce soit. Donc, c'est quand même des enseignes assez trompeuses. Donc ça, ce sont les deux principales enseignes aujourd'hui où, j'ai pas envie de dire se cache la protection de l'enfance, mais où l'enseigne n'est pas véritable en fait. Ensuite, nous avons toutes les associations qui tournent autour, comme les villages de vacances, les foyers, la sauvegarde en fait, hein, la sauvegarde de chaque département. Et il est vrai que c'est beaucoup de protagonistes, de professionnels sociaux qui tournent autour en fait. Et dans ces professionnels sociaux, bien sûr, vous avez aussi toutes les assistantes sociales, donc qui font partie des CCAS, des CDAS. Vous avez toutes les TISF, vous avez bien sûr tous les éducateurs, vous avez des psychologues aussi, parce que le milieu de la psychiatrie est aussi j'ai pas envie de dire de connivence, mais ils sont en lien en fait. Et puis ne pas oublier non plus qu'au niveau judiciaire, lorsque vous êtes sur une situation de divorce, donc vous passez par le JAF évalue votre situation depuis quelques années maintenant, et en fonction de votre situation et en fonction du conflit parental, eh bien, il peut déléguer le juge des enfants dans votre dossier, pensant que peut-être il serait bon de protéger les enfants vu l'état. Mais sous quels critères ils peuvent estimer Alors, justement, c'est ce qu'on a eu lorsqu'on a été au CNPE et nous, ça nous avait paru choquant quand même, parce que justement, il n'y avait pas de solution. Il n'avait pas de solution. Et on a demandé au CNPE ce qu'il considérait qu'est-ce qu'il considérait le plus grave quelque part dans la maltraitance. Et de vive voix et en face de nous, ils nous ont dit que avant l'enfant battu, c'était les cas de divorce pour eux qui étaient le plus maltraitants. C'est-à-dire que autant un enfant avec des bleus, bien sûr, c'est de la maltraitance, mais c'est moins de maltraitance qu'un enfant issu d'un divorce conflictuel. Alors, j'en conviens que, et nous on le rappelle aux parents. Mais on peut pas doser. Ce sont deux violences. C'est pas, ça, je vois pas pourquoi en mettre une plus que l'autre. Les deux doivent être prises en compte à part égale. Oui, à part égale. Oui, c'est encore une dérive de leur part de toute manière. C'est vraiment quelque chose qui est prédominant chez eux. Aujourd'hui, effectivement, ils sont sur les conflits parentaux en cas de divorce. C'est vraiment la première maltraitance qui relève.
Voilà. Ok. En tous les cas, pour les placements abusifs d'enfants. Il y a tellement de choses à dire, j'ai envie de dire, pour conclure sur… C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça demanderait des heures, mais bon, pourquoi pas, hein, on peut revenir, hein, on peut refaire un autre direct, hein, Mona, il n'y a pas de problème, peut-être avec même des témoignages. Juste pour terminer, pour conclure, est-ce que vous avez pu un peu chiffrer ou apporter une estimation de détresse familiale dans cette situation? Non, parce que les chiffres d'une ne sont jamais donnés en public et ont toujours 2, 3 ans de retard. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Alors il est dit, hein, toujours, c'est toujours pareil, la source n'est pas sûre. Aujourd'hui, on sait que quand les médias envoient quelque chose, ou même que le gouvernement, par moment, donne des informations, on a du mal, hein, on a du mal dans une certaine crédibilité. Alors c'est vrai que sur les chiffres de la protection de l'enfance, on parle aujourd'hui de 360 à 380 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. 150, 160 000 seraient placés, mais à l'époque où Pierre Navès officiait, dans le gouvernement et dans les ministères, en tous les cas, il parlait du fait que sur les 160 000 enfants placés, 60% ne devraient pas l'être. Donc, ça fait au moins 80 000 familles qui seraient aujourd'hui concernées par le placement abusif d'enfants, si on s'en réfère aux chiffres des années passées. C'est hallucinant. Oui. Oui. Bon, on conclura hein, à la fin. Pas de souci. Je laisse bien évidemment. Un show comme ça fait bondir quand même. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on va passer la parole à Sonia. Tu reviendras tout à l'heure, Mona. Merci en tout cas. Merci. Si les auditeurs et les auditrices ont envie d'en savoir un peu plus, ils nous en feront part sur le chat ou vous pouvez nous envoyer des mails également sur le site internet. Bienvenue, Sonia. Bonsoir, Cathy. Tu représentes l'association Lion Blanc, pardon. Et alors, tu nous as contacté pour venir nous parler. Là, j'avoue que tu m'as étonnée. Tu m'as étonnée. Tu as dit, moi, je vous propose de venir vous parler de la distorsion cérébrale et de la programmation linguistique. Donc, là, oui, alors, rentre dans les détails parce que là, j'ai eu l'impression, déjà avec ce que Mona vient de nous expliquer, donc vous aussi, hein, vous encadrez, je crois, aussi des parents qui ont subi les placements abusifs. Et donc, moi, je qualifierais ça presque d'une méthodologie. Qu'est-ce que tu en penses ? Et oui, c'est une méthode, oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que tout ce qui est programmation de neurolinguistique, c'est une palette d'outils psychologiques, normalement qu'on se sert pour une thérapie de logique, c'est-à-dire on est là pour aider la personne, on est là pour justement lui redonner confiance en elle. Il y a beaucoup de choses qui se font normalement avec la programmation neurolinguistique. À savoir que moi, j'ai retrouvé beaucoup de parents, donc dans le circuit, qui se sont retrouvés avec, on parlait tout à l'heure, hein, on enlève des enfants avec des bases qui ne sont pas très concrètes, et les enfants qui se font vraiment taper, on s'en occupe pas trop. Voilà, ça s'appelle une distorsion justement d'une certaine vérité de justice. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que c'est qu'une distorsion cérébrale. Donc, chacun est muni d'un cerveau. On l'a tous, et il faut juste appuyer sur le bouton pour le faire redémarrer. Alors, quand on voit un ordinateur a ce qu'on appelle un disque dur. Il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Notre cerveau, c'est ça. Il est rempli de données. Alors, les données vont de l'enfance jusqu'à l'âge qu'on a actuellement. Donc, les bases viennent de tout petit. Si on a eu un cheminement capable, on va donner l'exemple d'un enfant qui a été placé en foyer, qui a vécu de la violence, qui a vécu des propos parfois d'éducateurs. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y en a des bons et des mauvais. Il suffit de tomber sur un mauvais éducateur qui, pendant plus de 18 ans, va lui dire, voilà, t'es un bon à rien, tu fais que mentir, de toute façon, tu vas finir comme tes parents, où il va faire que lui faire rentrer dans son cerveau des données qui ne sont pas forcément sa vraie base de naissance.
Donc, il va continuer ce circuit jusqu'à lui-même devenir violent. Il va continuer comme ça. Ça s'appelle, en fait, ils ont distordu déjà le cerveau à la naissance de l'enfant, à la naissance ou voire après quand il a été placé. Donc, l'enfant n'en a pas conscience et il va dans le circuit qu'on l'a amené, en fait. Si on a un bon éducateur, si on a un bon foyer, l'enfant peut ressortir correctement de ses foyers. Ben, c'est une chance sur deux, hein, c'est un petit peu la loterie, je dirais, là-dedans. Après, ce que je peux expliquer aussi, voilà, ça peut arriver. On va donner l'exemple d'une femme, voilà, qui a été violentée. Elle s'en va porter plainte au commissariat, donc une trentaine, une quarantaine de fois, une cinquantaine de fois. À son foyer, elle a des enfants, donc fait le nécessaire au niveau légal pour que ça se termine. Et ça peut arriver qu'un policier, on ne sait pas pour quelle raison, mette la victime en garde à vue. Alors, quand ça arrive, le cerveau, en fait une grosse distorsion, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas parce qu'elle vient appeler à l'aide. Une personne vient après sa garde à vue, la place en HP. Donc, hospitalisation sous contrainte qui peut être émise par un procureur de la République, puisque la personne n'est pas forcément bien. Il y a une distorsion du cerveau, elle comprend qu'en fait, la victime est placée en garde à vue. Il y a quelque chose dans le cerveau qui ne fonctionne plus, en fait. La personne ne peut plus, donc elle peut devenir ce qu'on appelle, rentrer dans ce qu'on appelle une folie. Une folie parce qu'elle ne comprend plus où elle est. C'est ça. Donc, on passe 48 heures en HP. On peut ressortir de là. Les enfants sont partis. Donc, on rentre chez soi avec la personne violente. Les enfants disparus. Donc, je donne l'exemple. Le procureur a fait placer les enfants ailleurs, le temps de passer devant une juge des enfants. Et quand on arrive devant la juge des enfants, il n'est aucune notion de ces violences conjugales. Mais on vous dit, vous avez été en hospitalisation sur contrainte parce que vous avez été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, un débordement émotionnel. Donc, vous êtes jugé instable, on vous retire les enfants. Donc, la personne qui est devant ça, bah, son cerveau ne comprend plus rien et peut passer peut-être même 3 années sans aller au commissariat puisque ça a fait un gros blocage. Elle comprend qu'en fait, dans ce commissariat, en fait, on ne l'aide pas. Elle s'est retrouvée avec une situation pire que mieux et en fait, peut vraiment être détruite finalement parce qu'elle reste avec un mari violent, donc peut mourir des coups. Ses enfants partis, pour imaginer les souffrances internes. C'est quand même très compliqué avec une justice où on ne comprend pas pourquoi cette vérité-là n'est pas arrivée dans ce bureau de la juge des enfants. Donc, on finit par se dire, ben, à quoi ça sert, en fait, de se battre au niveau juridique si la police ne fait pas son travail, le procureur ne fait pas son travail et qu'on en arrive à un placement d'enfants. Mais il faut savoir que des fois, les juges ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe de l'autre côté, dans un commissariat ou chez le procureur. Le juge va établir, voilà, moi, on m'a donné telle donnée. Les enfants sont en danger. Là, il peut y avoir une mise en danger, en fait. Les enfants sont retirés. Et oui, c'est la base juridique qui est là. Donc, on peut mettre des années à venir justifier, en fait, ce qui s'est passé. Mais comme on n'a plus de traçabilité, voilà, c'est peine perdue. Donc, il faut se retaper, donc finir la… Je trouve ça, excuse-moi Sonia, je trouve ça très perverse. C'est vraiment très perverse. C'est malsain. C'est très malsain parce que ça crée en fait ce qu'on appelle une distorsion cérébrale. Ça crée vraiment des choses qui font qu'on ne croit plus en la justice, on n'ose plus faire les choses. On n'ose plus aller, on n'ose plus dire les choses, on se tait. C'est la base en fait justement de ce qu'on appelle un esclavagisme devant quelque chose qui n'est pas logique, c'est une distorsion. Et tu as eu beaucoup de témoignages de victimes qui ont subi… Oui, les femmes violentées, si le circuit ne se termine pas, ça c'est un exemple, ils veulent régler par exemple l'histoire des violences conjugales, ben, c'est ce qui se passe en fait dans beaucoup de violences conjugales, c'est ça. C'est que la victime va faire appel, mais elle finit par se retrouver dans un engrenage, pensant que cet engrenage va se terminer comme ça, mais en fait il ne se termine pas comme on le veut pour certaines femmes. D'autres vont continuer, celles qui n'ont pas de distorsion vont continuer à se battre jusqu'à ce que l'équilibre se fait. Il faut du temps, mais il faut vraiment, en fait, ce que nous, on souhaite expliquer aux gens, c'est que la distorsion, si on en prend conscience, si on en prend vraiment conscience de ce qui se passe, on peut aller jusqu'au bout des choses. Par contre, nous, comme on dit, c'est l'unité par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au placement abusif, par rapport à la justice pas équitée, voilà, vraiment un ensemble de choses. On dira qu'avec le nous, il y a beaucoup trop de choses qui se sont faites à l'unité. Il y a des choses qu'on doit aussi amener pour un bien, c'est-à-dire voilà,
En tant qu'association, nous, ce qu'on explique, c'est qu'on peut venir aussi coacher les personnes pour venir leur retaper leur confiance en eux, sortir tous les jeunes, tous les jeunes qui sont sortis du système des foyers. On peut venir, nous, en tant qu'association, voilà, les coacher, les faire venir dans le bon sens, leur faire reprendre confiance en eux pour qu'ils puissent avancer une bonne fois pour toutes dans leur vie et reprendre possession de leur… C'est chouette parce que tu amènes une solution, en fait. Il faut tu es venu à faire tu as passé un diplôme, je crois. Tu t'es lancé parce que moi, j'admire, hein, je vous admire tous les trois là depuis que je vous connais. C'est votre histoire, comment vous avez pu rebondir dans la vie. Vous avez gardé espoir, mais c'est difficile parce que moi-même l'ayant vécu, cette part de souffrance, on est obligé, comme on dit souvent, d'aller toucher le fond de la piscine pour mieux remonter. Mais quand on remonte, on s'aperçoit que la vie, elle est vraiment merveilleuse, quoi. C'est le vécu, c'est ce qui nous fait, nous, justement, c'est ce qu'on est aujourd'hui, avec ce cœur immense, parce qu'on a compris que malgré la douleur, l'amour peut encore être là, l'amour de soi, l'amour de son prochain. Et est-ce que tu peux nous expliquer également ce qu'est la programmation linguistique ? Alors, la programmation neurolinguistique, en fait, par exemple, tu discutes avec moi là maintenant, je peux par exemple te poser des questions et à travers certaines questions, tes yeux vont se diriger. C'est un exemple, hein. Donc, si elles vont à droite, je vais savoir si tu crées une image. Si tu vas à gauche, je vais savoir si tu es en train de l'imaginer dans tes souvenirs. Pareil, si ça va en bas à droite, c'est quand, par exemple, là, tu parles de toi-même, en fait. Et de l'autre côté, alors attends, je sais plus c'est quel… c'est vrai qu'à force de parler de tout ça, tu vois, je commence à me perdre aussi. Mais on arrive, grâce aux yeux, à comprendre même jusqu'à un mensonge, en fait, de quelqu'un. Ah, c'est presque la méthode des… comment on les appelle déjà ? Des profilers. C'est ça. Donc, il faut savoir que certains éducateurs l'utilisent, ça. Donc, mentaliste, c'est pas les profilers, c'est mentaliste, pardon. C'est ça. Donc, la programmation neurolinguistique, c'est par exemple aussi, là, tu es une personne, il faut que je fasse un effet miroir avec toi pour qu'on puisse être en bienveillance l'un envers l'autre, tu vois, pour qu'on puisse avoir une discussion entre nous où on va savoir se comprendre et que tu ailles dans le sens où je voudrais que tu ailles. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle si c'est mal utilisé, c'est de la manipulation. Si ça a but thérapeutique, c'est deux choses différentes. Malheureusement, la programmation neurolinguistique donnée dans de mauvaises mains, ça peut faire de mauvais dégâts. Et par exemple, un trauma, il y a certains éducateurs que j'ai pu entendre de la part, par exemple, de victimes, hein, qui aiment bien ressasser des traumas. Mais il faut savoir que les traumas, il faut les laisser où ils sont. Parce que si on les remonte, la personne, elle peut devenir complètement explosive et incontrôlable. Les traumas, on ne peut surtout pas. Il y a que le temps qui fera que ça passera. Mais on peut surtout pas. Il y a certains traumatismes. Ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste. Mais je donne un exemple, tu vois, par exemple aussi nous, l'association, on l'a créée au mois d'octobre parce qu'en fait, nous, on s'est retrouvés avec un problème là, tout le monde le connaît, hein, coronavirus, les masques à l'école, on a tous eu le même circuit, je pense, depuis le mois de septembre l'année dernière. Et en fait, nous, on a déposé plainte contre Monsieur Blanquet et Monsieur Véran pour le port du masque. Mais pas que ça. On a même posé plainte pour les histoires de sorties scolaires. Il faut savoir qu'ils ont tellement mis de couvre-feu que les profs sont pressés de rentrer chez eux, ce qui peut se comprendre, hein, puisque en fait, on n'est tous plus pas le temps. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont lâché les petits-enfants de 7 ans sans surveiller que le parent était là. Donc, on a déposé plainte en disant qu'un pédophile pouvait venir sur le coin de l'école. Quand je l'ai dit à la maîtresse, on a pris une plainte pour outrage à agent de la fonction publique tous les deux dans l'association. On s'est retrouvés là-bas, on a bien dit aux policiers, attention, nous, on est là pour le délit, c'est-à-dire on est là pour protéger l'enfant. On ne va pas attendre le délit. Vous savez bien comment ça se passe. Si un jour qu'il y a un enfant qui est kidnappé, tout le monde est prévenu aujourd'hui. On ne peut plus aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, hein, la distorsion, moi c'est non. Hein. La directrice m'a dit, au niveau de l'école qui est à côté, elle m'a dit oui, mais il y a une loi qui dit qu'on peut les laisser comme ça. C'est assez marrant, on n'a jamais retrouvé la loi. Donc ils se couvrent à travers des lois qui sont inexistantes. Ça n'existe pas, donc une personne qui va avoir une distorsion va dire ah oui, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais en fait, ces sorties scolaires sont protégées. Quand ils sont à 16h15,
le professeur doit attendre que l'enfant soit remis en main propre. Ah, ben, j'ai toujours connu ça. Moi, j'ai toujours connu qu'il y Voilà, avait un responsable qui restait, enfin un institut ou un c'est directeur ça. qui restait. Ben, ils sont Mhm. responsables, hein, Oui, oui, jusqu'à 4h30, je crois, 16h30. Hein. voilà, c'est ça. C'est 16h15 du côté de chez nous, mais à notre exemple, on a même eu des cours où on a été choqués, des petits garçons de 10 ans, où ils voient les images en fait de deux corps, un homme et une femme. Mais alors attention, le corps de la femme et le corps de l'homme, en fait, on voit carrément le sexe de l'homme. Donc l'enfant rentre choqué parce qu'en fait, c'est déjà on ne comprend pas que la sexualité est apprise déjà à l'âge de 10 ans, donc ils prennent le rôle parental. Et là, on a un papier d'école disant que maintenant, dans cette école, il y a violence entre enfants, ils s'arrachent les masques entre eux. Donc c'est là qu'on voit quand même que ces masques ont fait quand même beaucoup de dégâts. Bah oui, Il y a bien sûr. des actes sexuels entre les enfants. Et l'école transforme ça en disant oui, mais ça vient du parent. Nous, comme on a répondu, mais qui surveille les cours de récré? Et pourquoi on en arrive à ça? Je t'ai perdu, pardon. Ah. Donc, ils expliquent en fait que si un enfant agit comme ça au sein même de l'école, ils vont contacter donc ce qu'on appelle les services d'ASE, ils vont faire une information préoccupante en disant que l'enfant a eu un acte sexuel au sein de l'école. Et ça démarre comme ça. Alors que nous, comme on expliquait les cours à 10 ans sur la sexualité, on n'en est pas d'accord en tant que parent ni à SOS, parce qu'il y a un âge pour tout et 10 ans, c'est encore bien jeune pour ça. Et puis, comme on disait, l'histoire des masques, ils ont mis des points, ils n'ont pas respecté le droit de l'enfant. Il y a des enfants qui sont rentrés, ils n'avaient pas accès aux toilettes. C'est un exemple bête, hein. Il n'y avait même plus de ce qu'on appelle d'humanité, de dignité envers l'enfant. Tu parles d'une école près de chez toi, là? Oui, mais il y en a plusieurs, c'est pas la seule, hein. On avait eu beaucoup de parents qui qui sont venus nous expliquer qu'on n'était pas la seule école à vivre ça, en fait, hein. Il y a beaucoup d'écoles qui ont vécu ça pendant ce qui se passe au niveau sanitaire. Mais les gens. Est-ce qu'il y a eu un dialogue dans ta vie avec les instituteurs ou la direction suite à toutes ces dénonciations? Parce que quand même, là, c'est quand même gros, ça, d'avoir eu un comportement comme ça avec les enfants. Oui, oui. Alors, les éducateurs sont au courant. Les éducateurs sont au courant. La gendarmerie est au courant. La mairie est au courant. En gros, on a rendu tout le monde publiquement au courant. Il n'y a rien. Il n'y a aucun suivi. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on laisse la situation telle qu'elle, que les enfants, en fait, vont engendrer violence. En fait, le circuit va se faire comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent ramener tout le monde dans ce même circuit. Donc, la violence, la méchanceté gratuite. Ils vont expliquer que, malheureusement, les gens deviennent comme ça alors qu'ils ont oublié quelque chose, c'est que les lois sanitaires ont été très, très mal faites, très, très mal conçues. Ils ont empêché la dignité des gens, ça a empêché les gens d'eux-mêmes de penser, parce que c'est bête à dire, mais quand on regarde, on a le vaccin qui arrive, en fait, on va, d'après ce qu'ils disent, hein, bientôt on va tous être obligés de le faire, alors que quelque part, on a tous le droit aussi de accepter ou refuser, c'est un droit humain. Ah non, mais ça, c'est un droit fondamental, même je dirais, oui. C'est ce qui va avec justement notre représentativité, c'est notre propre responsabilité, et nous avons le droit de dire non. Voilà. Mais moi, j'étais en train de penser, sans parler de toute l'actualité, parce qu'on ne va pas s'écarter, mais en plus d'une méthodologie, j'ai presque l'envie de me poser la question, y aurait-il un réseau? Existerait-il un réseau? Est-ce que vous avez fait des liens avec les dossiers que vous avez pu consulter? Est-ce que vous êtes posé cette question? Alors, il y a des liens qui se forment. En fait, on a compris que c'était pas que chez nous, c'est un petit peu partout en France. Donc, on comprend bien que le circuit est partout pour tout le monde pareil. En fait, ils sont en train de générer ce qu'on appelle au niveau du cerveau, les gens dorment en fait aujourd'hui. Ils n'ont pas encore pris conscience de tout ce qui se passe. Et en fait, nous, on va commencer à faire le tour de France pour justement ramener l'unité, ramener la conscience aussi à beaucoup de parents qu'il est peut-être temps aujourd'hui d'agir, mais tous ensemble. Plus chacun de notre côté, il est temps qu'aujourd'hui on se lève, mais qu'on se lève intelligemment, pas, comme on disait, on ne prenne pas la violence. On veut établir quelque chose qui peut être constructif, et c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. On l'exprime très souvent, on a besoin de tout le monde, on a besoin des coachs, on a besoin des hypnotiseurs, on a besoin même des coachs sportifs,
peu importe le métier qu'on fait, on peut très bien se retaper tous ensemble, ce que j'appelle une santé. Une santé, mais tous en s'unifiant, en se tenant les mains et surtout le cœur, parce qu'on peut tous y arriver ensemble. On Et peut ça, tellement j'en suis faire de persuadée. choses tous ensemble, même co-créer et s'imaginer un Oui, nouveau monde. c'est ça, un monde Avec la parallèle. bienveillance et le cœur de chacun, mais vraiment, carrément, je suis d'accord. Oh oui, mais Bon, c'est bah, merci, faisable. merci beaucoup, Sonia. Je vais laisser la place et je vais accueillir Vince. Vince, bienvenue à toi. Comment vas-tu, Vince? Ça va très bien avec toi. Ça va? Fais voir. Attends, parle Ça un va peu, très bien. un peu plus Est-ce que fort. tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, c'est moyen, hein. Ok. Et là, c'est mieux peut-être. Ouais, on a un petit peu le claquement, mais bon, on va faire avec, hein. Ok. D'accord. Bon, ben, Vince, je dirais sacré Vince, hein, parce que tu as un sacré parcours. Oui. Alors, Oui. et à toi aussi, j'ai envie de dire un grand bravo pour la personne que tu es, malgré, on va dire, malgré ce parcours bien difficile. Alors, Vince, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton vécu? Et je crois que dans ce vécu, toi, tu fais partie de ces êtres humains, j'ai envie de dire, qui ont vécu, qui ont subi la violence sexuelle. Voilà, C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en j'étais, parler? bien sûr, j'ai été placé très très tôt puisque j'étais placé à l'âge de 3 mois. J'étais tout de suite face à la cruauté, hein, puisque on m'a trouvé l'excuse que soi-disant j'avais été violé par mon père, et c'est ce qui a fait qu'on m'a placé. J'ai jamais vu quelqu'un violer un enfant de 3 mois. Ah, Donc, beaucoup de questions que je pose, hein. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, hein. Je suis arrivé dans une famille d'accueil où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans. Ça s'est très très bien passé. J'ai pas à me plaindre puisque je suis encore en contact avec la Vince, famille d'accueil. Je trouve dommage qu'on puisse pas t'entendre mieux que ça, parce que ton témoignage est tellement puissant. On va faire un transfert. Je vais mettre Yes, sur le téléphone à Sonia et ça ouais, sera mieux. yes, vas-y. Je t'attends, Vince, cher Vince. Alors, je n'ai pas oublié, je vais m'adresser à… Ouais. Ok, vas-y, Vince. Ah, c'est déjà l'image, c'est mieux. Déjà mieux. Donc voilà, ouais. Donc j'expliquais, j'étais placé très tôt puisque j'étais placé à l'âge de 3 mois dans une famille d'accueil. Ça s'est super bien passé et à l'âge de 5 ans, ils ont décidé de me placer dans un foyer. Je suis arrivé dans un foyer où il y avait garçons et filles et là, j'ai vécu l'enfer. Je le dis bien, j'ai vécu l'enfer. J'ai violence physique, violence verbale et viol. J'ai été violé à plusieurs reprises par les éducateurs, par des gens qui venaient de l'extérieur, des amis des éducateurs, des veilleurs de nuit. Et quand on commençait à vouloir en parler, tout de suite on nous arrêtait et on nous disait clairement, si tu parles, t'es mort. Si tu racontes quoi que ce soit, demain dans la nuit, je te tue. Voilà les réponses des éducateurs, des personnes qui nous faisaient ces sévices. Et je pense que Mais excuse-moi, Vince, oui, je m'interroge, hein, euh, lorsque vous viviez ça, vous étiez plusieurs petits garçons et petites filles ou quand on était dans des chambres de 3. d'accord. Donc on était 3 dans la chambre et il y avait 3 personnes qui venaient. Donc Donc les trois personnes venaient dans la même chambre oui,
Vous abusez sexuellement. C'est ça. Ils n'hésitaient pas à, excusez-moi Oui. du terme, hein, faire des tournantes, limite. Ils venaient, ils s'occupaient d'un enfant, et puis ils allaient voir l'autre enfant, puis l'autre enfant. Ils s'amusaient. C'était un jeu pour eux. Sauf que pour nous, c'est pas un jeu. Faut respirer. Oui. Ok. Est-ce que bah là, tu vois, je vais être dans le vif, là. Dans le vif de l'émotion. Tu peux nous donner le lieu? Ça existe encore, ce lieu? Ça se pratique encore? Alors, si ça se pratique, je ne sais pas, puisque quand je suis parti de ce lieu-là, et encore, c'est qu'un lieu, j'ai fait plusieurs foyers où j'ai vécu d'autres choses aussi. Mais dans ce lieu-là, je ne sais pas s'il existe encore, parce que j'ai coupé les ponts quand je suis parti. Ça D'accord. s'appelait le foyer Paul Machy. Paul Machy. Ok. Oui, Et c'est situé où, ça? Dans quel département? dans le 62. Dans le 62. Ok. Bon, Paul Machy dans le 62. Ok. Bah, écoutez, chers auditeurs, hein, vous pouvez vous renseigner si vous voulez. Hein. Non, parce que là, ça me dépasse. Ce que j'entends, ça me dépasse. Et quand tu dis plusieurs foyers, tu as fait combien de foyers dans tout mon parcours, j'ai fait 5 foyers. 5 foyers. Et dans ces 5 foyers, tu as subi pas tous. Il y en a un où ça s'est à peu près bien passé. Il y avait juste des violences physiques. Où quand l'éducateur, il avait plus la main sur le jeune, bah, il tapait à coups de poing. Ah, à coups de poing, d'accord. À coups de poing, oui. Ils n'hésitaient pas à coups de poing, oui. Moi-même, le problème, c'est que les éducateurs ne sont pas formés pour encadrer les jeunes qui ont subi certaines violences, oui, qui ont beaucoup de traumas. D'accord. Et quand l'enfant est en crise, parce que les traumas... Mais ce sont des éducateurs ou des éduxp? Des éducateurs. Des éducateurs qui encadrent les jeunes. Moi-même, hein, voilà, j'ai vécu des crises, des moments de crise en foyer, où les éducateurs n'hésitaient pas à venir à coups de poing pour me calmer. Sauf que c'était bien pire. Ça ne me permettait pas de me calmer, ça me rentrait encore plus en hystérie. Mais ils ont toujours continué comme ça. Moi, j'ai connu un enfant, ils l'ont étranglé jusqu'à temps qu'il s'endorme, parce qu'il est en crise d'hystérie. Oui, ils lui ont fait la prise du sommeil pour l'endormir. Et tu avais quel âge quand c'était pas la tranche d'âge où tu as vécu ça, de tes 3 mois jusqu'à mes 18 ans. J'étais placé jusqu'à mes 18 ans. Je suis sorti des foyers où on m'a dit, bah, tu as 18 ans, tu t'en vas. J'étais SDF. Oui. Est-ce que vous avez tenté, par un petit ensemble, de vous réunir et d'essayer d'en parler? Est-ce que vous vous êtes adressé à la direction? Et le directeur faisait partie des bourreaux. Le directeur faisait partie des bourreaux, donc ça ne sert à rien d'en parler. Et quand moi j'en ai parlé à mon assistante sociale, elle m'a traité de menteur. Elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de raconter des mensonges. C'était impossible que les éducateurs fassent ça, puisqu'ils étaient formés pour nous encadrer et pas nous violer. Et à la gendarmerie, quand tu es sorti, tu n'as pas voulu déposer Alors, quand on va à la plainte? gendarmerie pour porter plainte, on nous dit qu'il nous faut un tuteur légal puisqu'on est mineur. On ne peut pas porter plainte sans tuteur légal. Et comme les éducateurs étaient tous de connivence, j'avais personne pour porter plainte, puisque je n'ai pas de famille. Oh, le piège. Eh oui, c'est là le problème des foyers. Si l'enfant est abandonné et qu'il n'a pas de famille, il est pris au piège. Et c'est là que le jeu rentre en cours. Ça veut dire qu'ils s'en prennent aux enfants qui ne peuvent pas parler. Puisque si tu parles, il te faut un tuteur légal, et si tu n'en as pas, ben, tu es pris au piège. Et le jeu infernal, il continue, où il n'hésite pas à te faire parler, à te faire chanter. Ou si tu parles, on te tue. Si tu non, mais déjà, le fait de dire à un enfant, ne serait-ce qu'à un adulte, tous les jours, si tu parles et on te tue, précédé d'un viol, parce que je qualifie, ce sont des viols, hein, on ne va pas dire autre chose, ça ne laisse qu'un traumatisme. Ça ne peut laisser qu'un traumatisme et une peur et une paralysie. Voilà, c'est une paralysie en fait. On se sent, on est en prison. Moi, j'appelle ça la prison ouverte en fait. Tu sais, je trouve que c'est de la torture. Je disais tout à l'heure, les éducateurs sont sans cesse à nous dire t'es qu'une merde, t'es bon à rien, tu ça sers va à avec rien. le harcèlement moral. Oui, c'est ça. J'ai connu ça aussi. On finit par le croire. Hein.
On finit par le croire. Oui, Donc, tout à fait. on se comporte, excusez-moi du terme, on se comporte comme des merdes. Ça veut C'est dire ça. qu'on entre dans la délinquance. Pour Hum. oublier, on entre dans la drogue. J'ai commencé la drogue, j'avais 13 ans. Parce que je pense que c'était le meilleur moyen pour moi d'oublier. Sauf que quand tu grandis, que tes traumas, tu commences à les soigner, tu te rends compte que tout ça, c'est pas la solution. Mais à ce moment-là, c'est la solution. Quand je parle de drogue, c'est pas simplement le pétard, je parlais de drogue dure. On entre dans la drogue dure parce que les foyers, c'est là où on trouve le plus facilement. Il y a Est-ce différentes. que dans tous dans ton environnement, enfin, je pense que tu as dû rester en contact avec les autres enfants. Quelques Avec, jeunes, oui. Je suis resté en ouais, contact avec quelques jeunes. d'accord. Fruit Est-ce du qu'ils hasard, sont quand tous je me passés suis. par Oui, ce chemin par la drogue, par l'alcool, par la la plupart, délinquance? la Ouais, plupart sont passés par ces fléaux, oui. La plupart, oui. ok. Et ils ont aujourd'hui, j'espère qu'ils ont réussi on va dire, se projeter, à essayer de construire. Est-ce qu'ils s'en sont sortis, on va dire? Très peu Très s'en peu. sortent. Très Et peu s'en pour, sortent. parce C'est que, ce qui est malheureux à dire. parce que quand vous arrivez à l'âge de 18 ans, est-ce que vous avez enfin, je pense pas, moi, c'est une question que je me pose, est-ce que vous avez le réflexe d'aller vers des thérapeutes? Non. Moi, ma seule thérapie, c'était l'armée. D'accord. Bah, À c'est 18 ans, super, quand on m'a si ça dit peut t'aider. tu t'en vas du foyer, tu t'es majeur, tu n'as plus rien à faire ici. Je me suis retrouvé à la rue et ma seule solution, ça a été de m'engager à l'armée pour pouvoir avoir un toit et avoir un travail. Parce que il faut subvenir à ses besoins et vivre à la rue, c'est pas une solution. Donc, Bah non. je me suis engagé et 4 mois après, j'étais engagé. Ça a pu te redonner la niaque. Est-ce que Ah, pendant cette armée, tu as refait connaissance avec toi? oui, c'est que j'ai découvert par le biais de mes encadrants, mes cadres, que j'étais pas une merde, puisqu'ils m'ont appris à me surpasser mentalement et physiquement. Ils m'ont montré que j'étais capable. En fait, ça a été un peu des coachs, parce qu'ils ont été là pour me dire, regarde, tu peux le faire, tu es capable de le faire. Et ça m'a montré qu'en fait, j'étais quelqu'un qui avait des possibilités. J'ai eu toute ma vie des échecs, que ça soit scolaire, mental, physique. Et arrivé à l'armée, en fait, j'ai découvert des choses que je ne savais pas de moi. Que ça soit physique et mental, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très fort. Oui, parce qu'en même temps, tu as découvert un autre univers, parce que le temps que tu étais dans les foyers, euh, à part de vivre la violence, quelles possibilités on vous donné d'aller découvrir l'extérieur, en fait? Aucune, aucune. C'est une prison, hein. C'est Les sorties sont accompagnées, on est accompagné d'éducateurs. Ils nous encadrent très serrés. Les liens à l'extérieur sont, il y a le néant, quoi. C'est Et le vous néant. n'avez pas d'activité sportive? Les activités sportives, c'était dans le foyer. Donc, il y avait le football avec un éducateur, d'autres sports avec des éducateurs, etc. Tout était encadré par les éducateurs. Et vous ne faisiez pas de sortie non plus? Très peu. Les sorties qu'on faisait, c'était au cinéma, mais on était encadré. Euh, et, et les vacances, on partait en vacances avec les foyers, mais c'était encadré par les éducateurs. On n'avait pas de lien avec l'extérieur. C'était dans des gîtes. Oui, donc vous étiez complètement coupé du lien Oui. à la société, en fait, hein, c'était J'ai connu isolé. des enfants qui avaient peur de l'extérieur. Qu'ils avaient peur de l'extérieur. Ils ont grandi dans des foyers tout comme moi, mais ils avaient peur de l'extérieur parce qu'ils ont grandi qu'enfermés. Bah oui, je comprends. Ben, en tout cas, moi, je dis que toi, tu t'en es bien sorti, hein, Oui. puisque tu t'es trouvé, tu as refait connaissance avec ton être, et puis du coup, tu es plein de projets maintenant. Oui. Alors, c'est ce qu'il faut faire aussi briller, parce que, OK, il y a le malheur, il y a le témoignage de ce vécu atroce, parce que moi j'appelle ça l'atrocité. Et puis il y a aussi la petite lumière qui est arrivée, qui t'a dit, voilà, maintenant je suis, je suis qui je suis et je vais avancer. Alors c'est quoi ton projet maintenant, Vince? Dis-nous.
Alors, je me suis inscrit, malheureusement avec le Covid, c'est repoussé, mais mon projet professionnel est de devenir éducateur sportif afin de pouvoir encadrer tous ces jeunes en difficulté et de leur montrer que tout est possible à travers le sport, que se surpasser, c'est un moyen de sortir d'émotions et avoir après la facilité de pouvoir parler, d'échanger, de partager. Le sport, c'est beaucoup, en fait. Le sport, c'est une grande partie d'émotions cachées. Et je l'ai Je découvert suis moi tout au à sein de fait l'armée. d'accord avec toi, hein. Et étant éducateur sportif, justement, j'ai bien vu toute la thérapie qui pouvait s'y glisser derrière et toute sa fonctionnalité, justement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on nous a coupé le sport aussi, comme la Oui, restauration, comme le bar, c'est-à-dire nous couper, couper les liens avec l'autre. c'est ça. Voilà, ça donne réflexion, ça aussi. Oui, On peut s'interroger. Bon, alors je vois 21h18, va falloir que, hein? Alors vite, on va appeler Sonia. Mona ne pourra pas nous rejoindre parce qu'elle a dû s'absenter pour un… Voilà, elle s'en excuse, hein? J'aurais peut-être une question à vous poser. Alors, attends, oui. je vais remonter. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Alors, comment alerter les politiques sur ce scandale du placement abusif des enfants en France? Eh ben, ça va être avec l'unité, le rassemblement de tout le monde, et puis en étant nous ne faisons qu'un. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà qu'on arrive à quand on fait un Tour de France, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez nous contacter. On est prêt à faire le Tour de France. On prépare justement le terrain et on voit ça pour taper en une seule fois, en fait. C'est pas taper en violence, c'est vraiment faire en sorte que ça s'entende une bonne fois pour toutes, pour que tout ça s'arrête et qu'on parte dans le bon sens. Et qu'enfin tout ça se mette droit, en équité et dans la logique surtout. Ah oui, là, je pense qu'il est grand temps de Oui, dire stop. Défaillance, on dit bien d'une partie de l'institution, hein, on englobe, tout à fait. on ne met pas tout le monde dans le même sac, hein, comme certains, on va dire. Mais j'ai un Et petit puis, message, Cathy. moi, j'ai quand même quelque chose qu'on a relevé avec l'équipe et qu'on voudrait partager avec les auditeurs. Il y a une vraie question aussi derrière tout ça à se poser. C'est pourquoi toutes ces personnes, hein, avec vos 3 témoignages, pourquoi toutes les personnes qui sont au courant, voire témoins de ces dérives au sein des établissements, donc notamment les éducateurs, je dirais les instituteurs d'un côté qui ont été maltraitants, toutes les structures qui accompagnent l'ASE, pourquoi ces personnes ne dénoncent pas cette réalité? Voilà. Et là, moi, ça me pose question parce que on parle de maltraitance en continu, hein. On n'a même plus le droit de mettre une claque sur une fesse d'un enfant. Mais alors, par contre, là, moi, je m'aperçois avec vos 3 histoires que la maltraitance, elle est à outrance dans une partie de cette institution, mais c'est même plus que de l'outrance. C'est bah, allons-y, hein, faisons la fête, hein, on va s'amuser, hein, avec l'humain. Hein, on se demande où est ramené l'humain, un objet. C'est ce qu'un manipulateur d'ailleurs considère, l'autre comme un objet. Enfin Tu voilà, sais, moi c'était un petit peu la conclusion de nous tous. J'aimerais bien aussi que vous fassiez la vôtre, que vous nous partagiez la vôtre. je vais revenir un peu sur ce que tu disais il y a 2 secondes. On s'est rendu compte il y a très peu de temps qu'ils sont au courant, les gens. Les personnels de l'ASE, les éducateurs qui ne sont pas coupables de ces gestes et ces faits sont au courant. On a une éducatrice qui nous a avoué qu'elle est au courant qu'il y avait des viols et des violences dans les foyers. Malheureusement, ils ne disent rien, ils ne font rien, comme tu disais. Et là, pourquoi elle a pu te dire pourquoi vous avez pu non, échanger? elle ne nous a pas dit, elle s'est sentie gênée et elle est partie. Mais je pense qu'ils ne se disent rien, soit parce qu'ils ont peur de perdre leur poste, ou soit des représailles. Ouais, mais alors représailles, ça veut dire quoi? Quel genre de représailles? En même temps, j'ai envie Et en même temps, je rebondis.
quand tu vois la violence de par vos témoignages, ouais, je peux comprendre qu'on peut avoir peur. Quand on a des pervers. Tu sais, je vais te dire, Cathy, moi, je suis tombée sur une très bonne juge qui a fait un peu ce que le boulot de l'armée a fait avec Vincent. Elle m'a poussée au-delà de ce que je pouvais faire, au-delà de mes sentiments. C'est-à-dire que mes sentiments aujourd'hui sont canalisés, ce qui me permet justement d'avoir un regard équité. Elle a été jusqu'à faire en sorte que chez moi, il n'y ait plus aucune faille, ni au niveau d'une bataille avec le père, ni sur, par exemple, un problème qui va arriver de l'extérieur, va plus avoir le même impact sur mes sentiments. En fait, pour moi, comme je lui ai exprimé quand j'étais en audience, c'est pour ça qu'on me disait, tout le monde n'est pas pareil. Moi, je lui ai exprimé, j'ai dit, écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait suite à ma violence conjugale. Vous m'avez vraiment retapé. Vraiment, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que j'en arrive à tenir ce qu'on appelle les poteaux de la maison. Hein. Aujourd'hui, je sens que les choses vont bien. J'ai une éducatrice qui est partie, qui a fini avec ma fille. On est presque en train de finir pour mes garçons. Et voilà, la stabilité est là. Il y a, comme on dit, de très bons juges, de très bons éducateurs. Ah, mais je dirais, voilà. J'ose espérer qu'il y ait encore des bonnes personnes. C'est pas que tout noir. C'est pas que tout noir. Il y a des bons éducateurs. Non, heureusement. Et bien oui. Il y a des bons. Mais si on devait faire un message de fin, nous, on espère, et franchement, on y croit, c'est à l'union. Une bonne union va faire beaucoup mais de choses. Il n'y a que ça, c'est évident. Surtout, aujourd'hui, quand je vois, on va dire que cette toile d'araignée, elle est grandissante. Cette souffrance, elle est grandissante. Il faut dire stop maintenant, ça suffit. On est capable, nous sommes des adultes responsables, justement. Nous savons réfléchir. Nous ne sommes pas des inutiles. Tiens, un petit message. Il se reconnaîtra, celui qui l'avait utilisé. Et puis on construit, on détruit pas. On voit les choses qui ne vont pas. Exactement. On construit de nouvelles choses. Voilà, remettons les choses dans l'ordre. Oui. Nous construisons, oui, effectivement. Nous ne sommes pas dans la destruction. La preuve. C'est bien mieux. On a besoin, de toute façon, maintenant, on a besoin de se rassembler tous. Parce que eux, ils sont tous ensemble. Ils sont tous donnés. L'unité, messieurs, dames. Voilà. Oui, chers auditeurs, chères auditrices. Bon, on va devoir conclure. En tout cas, merci à vous trois. Hein. Mona, on te fait des gros bisous. Et puis surtout, tu nous tiens au courant dans la soirée. Je vous embrasse très, très fort. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et vous avez pris... vous avez pris connaissance de ces 3 dossiers et puis j'ai envie de vous dire pour conclure, allez hop, tous à table, hein, on y va. C'est stop, maintenant il va falloir dire stop. L'union, il n'y a que l'union, c'est tous ensemble, nous avons une chance d'inverser cette tendance catastrophique. Et je dirais que le mot tendance est presque à enlever, puisque ça devient catastrophique. Voilà, vivons et construisons pour un monde bienveillant. Faisons prôner la bienveillance, la gentillesse, le respect de l'autre. En fait, ce sont des valeurs. Nous n'avons plus de valeurs dans ce pays. Mais où sont passées les valeurs humaines? En tout cas, merci à vous tous. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.